Il est 3h15 du matin, heure locale, au-dessus du centre de l'Iran. Un bombardier furtif B-2 vole à 42 000 pieds, au terme de 11 heures de vol que son équipage a passé à se rapprocher de sa cible. Une mission solitaire contre un dépôt de munitions souterrain et bunkérisé, bourré de missiles iraniens. Tout semble normal, puis l'écran de menace s'allume avec un émetteur que l'équipage espérait pouvoir éviter. Sans qu'il le sache, 3 batteries de missiles sol-air, que le renseignement avait confirmé détruites 2 semaines plus tôt, sont bien vivantes. Le cockpit devient silencieux. Ce genre de silence où l'on entend son propre cœur battre dans son casque. Le commandant de mission travaille déjà le problème. Il extrait la position du premier radar iranien, un Gadir, depuis le système de gestion défensive du B-2, celui qui classe chaque radar tentant de les repérer, et le superpose à l'écran de navigation. Le Gadir est le radar de veille longue portée à très haute fréquence de l'Iran, celui qui balaie le ciel comme un projecteur balayerait un parking. Le projecteur est allumé, et le parking a la taille de 3 régions françaises réunies. Le B-2, indicatif Anvil 31, longe la bordure orientale de cette zone. Le couloir aveugle est étroit, 15 km à peine, entre le faisceau efficace du Gadir et un second radar de veille, situé à une centaine de kilomètres plus à l'est, qui ne les a pas encore détectés. S'il passe proprement, le retour en très haute fréquence reste sous le seuil de confiance. S'il manque la fenêtre, le B-2 devient une piste solide au balayage suivant. Le commandant annonce la correction au pilote, 3 degrés à droite. Le pilote ajuste sans un mot. Dans ce cockpit, on communique par signes et par phrases courtes. Aucun appel radio vers les ravitailleurs, aucun contact avec le centre de commandement aérien combiné, aucune mise à jour des chasseurs furtifs, chargés de la suppression des défenses aériennes ennemies, positionnés 300 km plus à l'ouest. L'équipage qui pourrait les aider ne sait pas qu'ils ont besoin d'aide. Et la seule transmission qui réglerait ce problème allumerait instantanément tous les récepteurs de renseignements électromagnétiques le long du Golfe, ce réseau d'écoute collé contre l'espace aérien iranien, cataloguant tout ce qui émet. Un seul appel radio d'Anvil 31 et chaque station d'interception encore active saurait exactement quel morceau de ciel surveiller. Ils doivent résoudre ce problème avec ce qu'ils ont dans ce cockpit, ou pas du tout. Le Gadir balaie. Le système défensif enregistre un pic de signal quand le faisceau traverse leur secteur, puis une chute. Le commandant surveille le compteur de rotation, 8 secondes entre chaque passage. Le pilote maintient le cap corrigé, faisant glisser Anvil 31 dans la brèche de couverture, à 42 000 pieds et environ 900 km à l'heure. Le radar balaie encore. Le signal remonte, puis retombe. Le commandant souffle entre ses dents. Le retour de ce passage était plus faible que le précédent. Le couloir aveugle fonctionne. La géométrie s'ouvre à mesure qu'il remonte vers le nord. Mais un radar de veille en très haute fréquence n'a pas besoin d'une piste solide pour causer des dégâts. Les conséquences s'accumulent déjà derrière eux. Le B-2 affiche une surface équivalente radar d'environ 1/100 de mètre carré, à peu près la taille d'un gros oiseau. Un appareil de largeur d'un terrain de rugby, et les radars iraniens n'y voient qu'un pigeon. Un pigeon très rapide, avec 11 heures de carburant et 16 bombes anti-bunker dans le ventre. Le B-2 Spirit, le bombardier furtif à aile volante de Northrop Grumman. 52 mètres de composite façonné pour tromper les ondes radar, à peu près la longueur d'un terrain de basket mis bout à bout 2 fois. Conçu pour transporter 18 tonnes d'armement à travers un espace aérien défendu, sans être détecté. Surface radar équivalente d'un centième de mètre carré. Rayon d'action de 11 000 km sans ravitaillement. Coût unitaire, près de 2 milliards de dollars. Seulement 21 exemplaires jamais construits. C'est ce que l'armée de l'air américaine envoie quand la cible doit être détruite et que personne ne doit savoir qu'on y était. L'Iran chasse cet appareil avec tout ce qui lui reste et l'océan Indien lui offre de meilleurs éco-radars que le B-2. La furtivité n'est pas une invisibilité magique. C'est un mur dans une salle pleine de gens qui crient, où l'impulsion radar part à pleine puissance et où ce qui revient est si faible
qu'il se perd dans le bruit de fond. Un opérateur iranien de veille radar capte un retour faible, un balayage, rien. Le suivant, disparu. Le troisième, un fantôme filant vers le nord, à haute altitude. Un mois après le début de la campagne aérienne surnommée « Fureur épique », un contact incertain se dirigeant vers Ispahan n'est pas classé et oublié. Voici pourquoi ce fantôme existait. Le B2 a été conçu pour tromper les radars de conduite de tir comme celui-ci, les systèmes en bande X et en bande S que les batteries sol-air utilisent pour guider leurs missiles. La très haute fréquence est une autre bête. Ces longueurs d'onde sont physiquement longues, comparables aux dimensions des bords d'ailes et des entrées d'air du B2. Quand une onde radar correspond aux dimensions de l'objet qu'elle frappe, le façonnage furtif cesse de fonctionner comme prévu. L'onde ne glisse plus, elle rebondit. Se cacher derrière un grillage fonctionne très bien face à quelqu'un qui cherche avec un pointeur laser. Le faisceau passe entre les mailles. Ça ne fonctionne plus quand on inonde la zone avec un projecteur de la taille d'une porte de hangar. Le radar en très haute fréquence, c'est ce projecteur géant. Le Gadir ne peut pas produire de données de conduite de tir, seulement un relèvement et une altitude approximative. Mais c'est largement suffisant pour dire à chaque batterie sol-air survivante dans la région où regarder exactement. Le rapport se propage par les lignes filaires encore fonctionnelles jusqu'au commandement de défense aérienne d'Ispahan et une alerte de secteur part vers chaque batterie couvrant l'approche sud. L'équipage a traversé le couloir aveugle proprement, mais le fantôme laissé sur l'écran du Gadir parlait déjà à tout ce qui compte. Et la cible qui a fait traverser à Anville 31 heures d'océan dans un silence radio total se trouve encore à une centaine de kilomètres au nord. Un dépôt de munitions souterrain près du mont Safa, à Ispahan. Missiles, roquettes, obus d'artillerie. Assez de matériel pour ravitailler chaque site de tir iranien, menaçant les bases de la coalition dans le Golfe. Les 16 bombes perforantes de 900 kg posées sur les lanceurs rotatifs sous les pieds de l'équipage ne servent à rien tant qu'elles n'arrivent pas là-bas. 40 minutes d'espace aérien iranien séparent encore Anville 31 du largage. Comme traverser un quartier dangereux avec une montre de luxe au poignet, alors que tout le réseau de défense aérienne survivant sait désormais approximativement dans quelle direction regarder. Les 20 minutes suivantes sont la partie silencieuse. 320 km d'espace aérien iranien où le système défensif n'affiche que des radars lointains, bien en dessous du seuil de détection. Le commandant de mission passe en revue la liste de vérification avant largage, tandis que le pilote maintient le cap sur un pilote automatique qui coûte, par carte électronique, plus cher qu'une berline haut de gamme. À l'extérieur du cockpit, il n'y a rien à voir à 42 000 pieds. Juste le ronronnement de 4 réacteurs poussant un bombardier furtif à travers l'air raréfié, à haute vitesse subsonique. Ce genre de silence qui aiguise l'ouïe d'un équipage. Parce que dans un B2, le premier signe d'ennui n'est jamais visuel. C'est une tonalité du système défensif qu'on ressent dans les dents avant que le cerveau ne l'enregistre. Puis, un nouvel émetteur apparaît sur l'écran, et ce n'est pas un radar de veille. Radar de conduite de tir, Square Pair, relèvement 020, distance 80 km, classifié comme système S-200 version E, désignation de l'OTAN Gammon. Cette batterie ne devrait pas exister. Les images satellites d'il y a 2 semaines montraient sa position d'origine comme un cratère fumant, et personne n'avait prévu de deuxième regard. Mais les éléments du lanceur sont bien là, dans un abri camouflé au sud d'Ispahan. La même équipe qui l'avait extrait des gravats 3 semaines plus tôt a pointé ses missiles vers le couloir que les avions de la coalition utilisent depuis 1 mois. Il ne se cachait pas de la guerre, il l'étudiait. Le commandant de la batterie S-200 reçoit l'alerte de secteur sur son terminal relié par fibre optique. Il lui reste 4 missiles. Au moment où il allume son radar, chaque missile anti-radiation américain dans un rayon de 200 km saura où il se trouve. Si le contact est réel et qu'il obtient une piste, il tire. Si c'est un fantôme et qu'il illumine pour rien, il vient de donner son adresse à tous les avions de la coalition dans la région. Le commandant de mission ordonne un changement de cap sans attendre le balayage suivant.
15 degrés vers le nord, nez pointé sur le square pair. Le signal s'affaiblit sur l'écran défensif à mesure que l'angle d'aspect se resserre et que la distance s'ouvre. Il a raison de ne pas se détendre. Le S-200 ne cesse pas de chercher et il ne cesse pas de parler au reste du réseau. Ce que le système défensif classifie depuis 90 secondes, c'est le S-200 version E, conception soviétique datant des années 60, le genre de système que la plupart des analystes classaient comme détruit. Son missile mesure près de 11 mètres, à peu près la hauteur d'un immeuble de 3 étages, pèse 7 tonnes et transporte une charge de 217 kg à plus de Mach 3,5 sur des distances dépassant les 250 km, plus loin que de Paris à Reims. Le radar de guidage Square Pair fonctionne en bande C, radar actif, criant dans l'obscurité et écoutant l'écho. Une fréquence que le façonnage furtif du B2 réduit mais ne peut pas totalement vaincre à courte distance. L'équipage vient de passer 2 minutes à prouver que ce radar peut les repérer à 80 km. Le contribuable américain a financé un appareil à 2 milliards de dollars pour vaincre ce missile. En ce moment même, le radar de ce missile construit une image précise de l'endroit où se cache cet appareil à 2 milliards de dollars. Les données radar du S-200 passent par les mêmes liaisons en fibre optique qui avaient transmis l'alerte initiale du Gadir. Le secteur est actualisé avec des données de conduite de tir confirmant que la cible est réelle, qu'elle se dirige vers Ispahan et qu'elle manœuvre pour éviter la menace. Le changement de cap a gagné de la distance face au S-200, mais il a aussi signalé à toutes les batteries survivantes qu'un objectif digne d'intérêt approchait. Pendant ce temps, la correction de 15 degrés a faussé les calculs de largage pour les 16 armes, et le commandant recalcule les coordonnées de guidage satellite, tandis que le tableau des menaces double. 90 secondes plus tard, le système défensif détecte un nouvel émetteur au relèvement 045. Des impulsions intermittentes, avec des intervalles qui se resserrent, comme si quelqu'un affinait un faisceau vers le secteur du B2. Le récepteur de menace classe cela comme un radar Mirage 4, à antenne active à balayage électronique, le radar de conduite de tir d'une batterie Bavard 373 au nord-est d'Ispahan. Ce récepteur constitue la bibliothèque des menaces du B2. Il entend une impulsion radar, compare sa signature à tous les émetteurs connus dans sa base de données et dit précisément à l'équipage ce qui les chasse. Le Bavard 373 fonctionne comme un projecteur à détecteur de mouvement au-dessus d'un garage. Il ne se déclenche que si quelque chose traverse son faisceau. Seul, repérer un appareil furtif avec un tel projecteur est quasiment impossible. Mais quelqu'un vient de lui dire exactement où regarder. Le Gadir a donné le quartier, le S-200 a donné la rue, le Mirage 4 fait maintenant du porte-à-porte. Voici le problème sans solution propre. Tourner vers le nord a placé le B2 nez face au S-200, minimisant son retour radar face à ce système. Mais nez face au S-200 signifie flanc exposé au Bavard 373, montrant une surface bien plus large au système le plus performant. Chaque degré de cap qui favorise une menace en expose à une autre. Comme essayer de se cacher à la fois de sa femme et de sa belle-mère au même repas de famille. Se détourner de l'une vous met face à l'autre, et toutes les deux ont des questions. Dans la batterie Bavard 373, le commandant observe son écran, tandis que le Mirage 4 balaie le secteur avec des passages de plus en plus étroits. Il ne peut pas confirmer ce qu'il voit, mais il a passé 1 mois à regarder les frappes de la coalition raser tout autour de lui, tout en gardant son radar éteint, préservant sa batterie pour une cible qui vaille le risque. Si quelque chose d'assez important pour voler seul vers Ispahan approche cette nuit, ça passera par son secteur. Il resserre son faisceau. Le commandant de mission active le système de guerre électronique, le versant actif de la furtivité du B2. Logés dans les ailes de l'appareil, ces modules captent les impulsions radar du Mirage 4 et les retransmettent avec un décalage calculé, en fréquence et en temps. Le résultat remplit l'écran du Bavard 373 de cibles fantômes assez crédibles pour ruiner la piste. Face à un vieux radar à antenne parabolique, ce brouillage créerait un faux parfait, à des kilomètres de l'appareil réel.
Le Mirage 4 est plus malin que cela. Il vérifie ses propres retours en croisant les angles de faisceau. On ne peut pas le tromper proprement, mais on peut rendre l'image assez floue pour qu'il ne puisse pas garder l'accrochage. C'est comme si on recevait 30 versions légèrement différentes du même message. On sait qu'une seule est la vraie, mais le temps de la trouver, la conversation a déjà changé. Sur l'écran défensif, l'indicateur de menace du Bavard 373 passe de solide à intermittent, et le commandant de mission le regarde clignoter. Le brouillage leur a acheté du temps, mais il a aussi tout aggravé. Le système émet. Les brouillages sont détectables par n'importe quel récepteur d'écoute électromagnétique en visibilité directe. L'appareil conçu pour être invisible vient de devenir la chose la plus bruyante du centre de l'Iran, sur la bande de fréquence du Bavard 373. Le mur le plus coûteux de l'histoire militaire vient de se transformer en cri. Chaque station d'écoute survivante dans un rayon de 160 km a désormais un relèvement sur ce brouillage actif, à haute altitude, au-dessus d'Ispahan. L'équipe du S-200 dont la piste s'effaçait reçoit un relèvement frais issu de ce renseignement électromagnétique et son square pair revient sur la cible. Le Bavard 373 obtient une confirmation croisée qu'un appareil brouille activement à ce relèvement. Le brouillage qui protège le B2 d'un radar livre sa position à tous les autres capteurs du réseau. 3 sources: la très haute fréquence du Gadir, la bande C du S-200, l'écoute électromagnétique issue du propre système de guerre électronique du B2. Une seule cible. L'appareil qui a franchi la frontière il y a 90 minutes possède désormais une adresse en 3 dimensions et l'équipage se trouve à 4 minutes de l'ouverture des soutes. 2 minutes avant le largage. Le commandant de mission termine le dernier recalcul des points de visée tandis que le pilote maintient l'altitude à 42 000 pieds. Chaque changement de cap des 10 dernières minutes a faussé les calculs de largage. Il reconstruit les coordonnées satellites pour 16 armes pendant que 2 radars sol-air et un réseau d'écoute se referment depuis 3 directions différentes. Ces 16 armes sont sur les lanceurs rotatifs depuis Diego Garcia. Tout ce qui s'est passé pendant ces 11 heures, la traversée de l'océan, les 3 ravitaillements en vol, le passage du couloir aveugle, les corrections de cap, l'activation du brouillage, tout cela n'avait qu'un seul but, leur offrir 37 secondes au-dessus de cette cible. Point de visée confirmé. Les lanceurs rotatifs tournent vers la position de largage. Chaque seconde où ces portes restent ouvertes est une seconde de plus pour que les 2 radars de conduite de tir construisent la piste qu'ils poursuivent depuis 1 heure. Le missile Sayad 4 n'a besoin que d'une seule solution de tir propre pour mettre fin à la nuit d'Anvil 31. Les portes de la soute s'ouvrent. C'est le moment pour lequel chaque équipage de B2 s'entraîne et celui où l'appareil est le plus vulnérable. Pendant 10 secondes, la géométrie furtive qui a maintenu ce B2 invisible pendant 11 heures cesse d'exister. La surface radar équivalente passe de la taille d'un oiseau à celle d'un petit avion à mesure que la soute s'ouvre. 2 milliards de dollars d'ingénierie furtive neutralisés pendant 10 secondes par le simple geste d'ouvrir une porte. Le jeu de cache-cache le plus coûteux de l'histoire. Chaque radar du centre de l'Iran peut soudain voir les entrailles du bombardier, les tambours de lancement, les carcasses de bombes, tout ce qui réfléchit l'énergie que la peau furtive était censée masquer. L'écran de l'opérateur du Bavard 373 se stabilise instantanément. La piste intermittente devient un retour solide, taille d'un aéronef, relèvement sud, 42 000 pieds. Il demande l'autorisation de tir. Le commandant de la batterie fait face au calcul que chaque officier de défense aérienne iranien a appris depuis 1 mois. La moitié des batteries qui ont allumé leur radar de conduite de tir ont attiré un missile anti-radiation américain dans les 90 secondes suivantes. Illuminer pour tirer pourrait se terminer par un missile filant droit sur son propre faisceau radar, avant même que son intercepteur n'ait quitté le rail. Ce missile ne poursuit pas les avions, il poursuit les radars. Dès qu'une batterie sol-air s'allume, le missile anti-radiation verrouille le signal et le remonte jusqu'à sa source,
comme un chien suivant une odeur. Sauf que ce chien porte une charge à fragmentation et arrive à Mach 2. Mais ce retour est réel et directement au-dessus d'Ispahan. Il autorise le tir. À l'intérieur d'Anvil 31, le lanceur rotatif tourne. Les bombes guidées tombent dans la nuit iranienne, leurs antennes satellites s'accrochant au signal, leurs ailerons se déployant, chacune se dirigeant indépendamment vers son point de visée à travers le complexe du dépôt. Ce qui vient de quitter cette soute, ce sont 16 bombes guidées de 900 kg, chacune équipée d'une antenne satellite dans son kit de queue, 4 ailerons corrigeant la trajectoire 10 fois par seconde. Le système de guidage épingle les coordonnées satellites de la cible avant le largage et ne la relâche plus, un peu comme déposer un repère sur une carte numérique. Sauf que ce repère pèse 900 kg et arrive à vitesse terminale. Chacune transporte une charge perforante, une coque d'acier forgée 2,5 cm d'épaisseur, 250 kg d'explosifs et une fusée à retardement. La fusée ne se déclenche pas à l'impact. Elle compte les étages, comme un ascenseur, attendant d'atteindre la bonne profondeur avant de détonner. Une bombe classique est une masse. Elle frappe la surface et disperse son énergie en surface. La bombe perforante est un pieu de chemin de fer propulsé par un train de marchandises. Toute la force concentrée pour percer 1 à 2 mètres de béton armé en premier. Le dépôt près du mont Safa a été construit pour résister à des frappes aériennes classiques. Il n'a pas été construit pour résister à 16 pieux de chemin de fer arrivant simultanément. Le commandant de mission ne peut rien faire concernant le Sayyad 4 qui monte sur son rail au nord-est. Il ne peut qu'observer le décompte du lanceur rotatif pour les armes restantes, tandis que les secondes d'exposition s'écoulent. 10 secondes d'exposition maximale. Les portes de la soute se ferment. Tout le réseau de défense aérienne iranien survivant avait une fenêtre de 10 secondes. Ils en ont utilisé 4 pour une vérification d'autorisation de tir. L'écran redevient vide. La piste solide du Bavard 373 se dissout en bruit de fond, le Mirage 4 fixant un ciel vide, où un appareil se trouvait un instant plus tôt. Le Square Pair du S-200 perd son retour au même moment. 5 secondes plus tard, le Sayyad 4 quitte le rail et son propulseur s'allume. Ce qui vient de partir de ce lanceur, c'est le Sayyad 4C, l'intercepteur indigène iranien de plus longue portée. Un missile à 2 étages à propergol solide, mesurant 6 mètres, accélérant à plus de Mach 4,5, avec un plafond d'engagement dépassant 27 000 mètres, à guidage radar semi-actif. Il suit l'énergie réfléchie par le Mirage 4 comme un chien suivrait une piste olfactive. Sauf que ce chien pèse 1800 kg et porte une charge à fragmentation à détonation de proximité, conçue pour déchiqueter tout ce qui se trouve dans un rayon de 50 mètres. Portée de 200 km, plus loin que de Paris à Orléans. L'intercepteur fonce vers la dernière position connue d'une cible qui n'existe plus sur aucun écran du réseau iranien. L'intercepteur poursuit un fantôme. Le Sayyad 4 est un missile de plusieurs centaines de milliers de dollars pourchassant un contact fantôme qui avait déjà disparu 4 secondes avant le tir. À Téhéran, quelqu'un cherche déjà comment formuler cela dans un rapport. Le B2, lui, vire déjà vers le sud, un mur de la taille d'un oiseau échappant au secteur que tout le réseau venait de converger vers, pendant 1 heure entière. Voici ce que le commandant du Bavard 373 n'a compris qu'après coup. Il avait le bon tir. La géométrie de lancement du Sayyad 4 était propre. L'ouverture de la soute lui avait offert la surface radar qu'il attendait depuis 11 heures. Le relèvement était confirmé. L'altitude était verrouillée. Il avait tout ce qu'une batterie sol-air a besoin pour mettre fin à une mission. Ce qu'il n'avait pas, c'était 4 secondes. Cette même campagne de suppression par missile anti-radiation qui avait détruit 11 batteries de défense aérienne iranienne durant la première semaine de fureur épique avait appris à chaque opérateur iranien à effectuer une vérification d'autorisation avant de tirer. 4 secondes pour confirmer que l'environnement de brouillage était dégagé avant de s'engager. 4 secondes que l'armée de l'air américaine avait méthodiquement inscrites dans le cycle de décision de chaque commandant iranien. Pas avec une arme,
mais avec 21 jours de conséquences accumulées. L'arme qui a vaincu le Bavard 373 n'était pas dans la soute d'Anvil 31. Elle était déjà installée dans la tête du commandant de la batterie. Il a pris la bonne décision. Il l'a simplement prise 4 secondes trop tard. Sous l'appareil, les 16 bombes perforantes font ce que l'acier forgé fait à vitesse terminale. Elles frappent le toit renforcé du dépôt et ne s'arrêtent pas. Les coques traversent le béton, tandis que les fusées à retardement comptent, pendant que les bombes s'enfoncent plus profondément dans les chambres de stockage souterraines. Les charges explosent à l'intérieur du complexe. L'explosion initiale, ce sont les bombes elles-mêmes. Mais ce qui suit, c'est le dépôt tout entier. Les missiles stockés s'enflamment en premier. Le propergol solide s'embrasant dans cet espace confiné, où la surpression n'a nulle part où aller. L'onde de choc déchire les murs des chambres et perce dans les compartiments adjacents. Les obus d'artillerie explosent à leur tour. Une réaction en chaîne traversant le complexe. Chaque détonation crevant le mur suivant. Chaque compartiment alimentant le suivant. Boule de feu après boule de feu. Et jaillissent à travers les fissures du plafond de béton. Et le ciel nocturne au-dessus d'Ispahan devient orange et blanc. Des centaines de millions de dollars de missiles et d'artillerie iraniens. Des mois de production. Des années de stockage. Tout cela s'embrase dans une réaction en chaîne qu'aucune équipe de secours sur Terre n'aurait pu arrêter. Le dépôt, qui contenait assez de munitions pour menacer chaque base de la coalition dans le golfe Persique, vient de devenir le plus récent terrain vague d'Iran. On peut se demander, en écoutant une nuit pareille se dérouler à des milliers de kilomètres de chez soi, ce que ressentent réellement ces jeunes pilotes enfermés 11 heures dans un cockpit exigu, à jouer leur vie sur 3 degrés de cap et 4 secondes d'hésitation ennemie. Certains diront que c'est de la maîtrise technique pure, d'autres que c'est simplement la chance qui a changé de camp au bon moment. Et vous, si vous étiez à la place de ce commandant de batterie, auriez-vous attendu ces 4 secondes de vérification ou auriez-vous tiré dans le doute, au risque de tout perdre l'instant suivant ?